suis le professeur de Shamsou Marrakech, le botanique à Marrakech. Je suis oncologue de référence, médecine interne également, mais c'est la première fois que je fais de la pneumopédiatrie. Donc, je vais parler des recommandations du gynécologue chez l'enfant. Donc, là, la définition du gynécologue, c'est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes qui s'accompagne de symptomatologie respiratoire, de toux, d'essoufflement, d'oppression thoracique, qui est variable dans le temps et dans l'intensité, et qui est associée à limitation variable du aérien. Donc la définition est à la fois physiopathologique de l'inflammation, donc ce qui veut dire que le traitement anti-inflammatoire, c'est la base du traitement, la corticothérapie inhalée, et c'est la base du traitement, et que la symptomatologie, sa variabilité, c'est un critère de diagnostic, également la réversibilité de la limitation du débit. Donc l'asthme chez l'enfant, il est fréquent. La majorité de l'asthme commence à l'enfance. Selon l'étude, l'International Study of Asthma and Allergy in Childhood, l'asthme au Maroc, c'est la prévalence de 10 à 15%. L'asthme chez l'enfant, c'est une cause d'hospitalisation fréquente et d'absentéisme scolaire. En France, l'absentéisme scolaire chez les asthmatiques, c'est 30 à 40%. Comme a dit notre ami sur le tout, la particularité de l'enfant, il faut se rappeler que l'appareil respiratoire, il a déjà dit, l'appareil respiratoire de l'enfant n'est pas celui de l'adulte en miniature. Il y a certaines particularités qui sont anatomiques, le calibre il est réduit, physiopathologique avec tendance à l'hypersécrétion, à l'immaturité du système immunitaire, également à la maturation du muscle bronchique. Fonctionnel, on aura tendance à l'hyperactivité bronchique physiologique ou troubles ventilateurs obstructifs. Également évolutive, on distingue les siffleurs transitoires, les siffleurs persistants et les siffleurs tardifs qui ont une évolution qui est différente, et l'implication sociale à la fois du patient et de son entourage. Il y a un déni de la maladie, un repli sur soi-même, la limitation de l'activité de la personne. Donc le diagnostic chez l'enfant, on aura soit un sous-diagnostic ou un surdiagnostic. En pays développé, ce sera souvent un sous-diagnostic parce que les gens vont assimiler la toux ou les sifflements à de l'asthme. Chez nous, en pays en faible revenu, c'est le sous-diagnostic. Pourquoi un problème de sous-diagnostic? Parce que l'absence de gold standard diagnostic est une histoire médicale qui est subjective et les données d'examen cliniques souvent ne sont pas spécifiques. Et les tests réalisés, on peut les réaliser, on ne peut pas, les résultats ne sont pas disponibles. Et seulement l'exploration fonctionnelle est difficile à réaliser chez l'enfant. Un seul diagnostic va conduire à un sous-traitement des patients. Donc on va rappeler la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire peut être allergique ou non allergique. Il y a participation de plusieurs éléments cellulaires, des lymphocytes. On aura de l'inflammation TH2 et TH1, la reproduction de certains médiateurs sans implication thérapeutique, exemple les leucotriènes, également l'interleukine 4, l'interleukine 5, l'interleukine, également la tumorlymphoprotéine stromate, donc l'implication c'est la biothérapie. Pourquoi je cite ça? C'est la biothérapie de futur dans le traitement dans l'asthme bronchique. On voit l'image, vous avez l'image, vous avez une branche qui est normale, une branche de l'asthmatique, c'est une branche avec un calibre réduit par l'inflammation. Également, on aura en cas de crise, en plus de l'inflammation ou le calibre réduit, il y a du spasme bronchique. Cette image est très intéressante pour différencier, c'est ça, on va comprendre l'asthme de l'enfant. C'est phénotypé l'asthme de l'enfant. Un asthme préscolaire, le scolaire et l'adolescent. Donc la variété des phénotypes est variable. Si on a pour les enfants, on aura les viro-induits, souvent ce sont les viro-induits. Également les phénotypes à comorbidité qui est multiple. Et après, c'est l'âge en âge scolaire et l'atopie. On a 80% des enfants en âge scolaire ont de l'asthme allergique de 80%. Et pour l'adulte, on a un asthme tardif avec la neutrophile et avec l'obésité et avec les polyposes. Vous voyez que l'image, c'est depuis l'enfance à l'adulte, on voit la corticosensibilité ou la réponse au cortisol va diminuer. Vers l'adulte, ça va diminuer par rapport à l'enfant parce que ça répond bien à la corticothérapie. Diagnostiquer l'asthme, donc les deux challenges, c'est diagnostiquer l'asthme et le traiter. La particularité chez l'enfant, c'est avoir des symptômes, des toux persistantes, récidivantes qui surviennent la nuit ou déclenchées par le rythme, par pleurs ou par exposition, en absence d'infection. Également la présence de sifflements, de gènes respiratoires, de limitation de l'activité. Il faut rechercher également les antécédents allergiques, aussi bien l'équivalent de l'allergie, la dermatite atopique ou l'eczéma ou l'asthme chez un parent. Également un test thérapeutique.
les corticothérapies inhalées associées à bronchodilateur. Donc, si on résume la chose, l'asthme chez l'enfant, ça siffle, c'est de l'allergie et ça répond au traitement particulier, la corticothérapie inhalée. On a le diagnostic de l'asthme, il faut chercher les arguments qui sont contre le diagnostic de l'asthme. Là, les éléments qui sont contre, c'est un âge de début précoce, l'absence d'intervalle libre, un retentissement staturo-pondéral, des fausses routes et des vomissements, la présence de signes extrathoraciques, notamment la présence d'hypocratine digitale, des anomalies au niveau des selles, les infections à répétition, et surtout l'échec d'un traitement bien conduit et la présence d'anomalies radiologiques. Pour les diagnostics différentiels, il y a plusieurs diagnostics différentiels. Les infections respiratoires de l'enfance, la présence d'un reflux gastro-œsophagien, le corps étranger, la trachéobronchomalacie, les cardiopathies congénitales, la tuberculose, la mycoviscidose, la dyskinésie ciliaire, la dysplasie bronchopulmonaire, les armes artérielles et les déficits immunitaires. Donc si on cherche, on va trouver qu'il y a des signes extraspiratoires dans le reflux, l'absence de réponse au traitement de corticothérapie inhalée ou après présence d'anomalies radiologiques ou la survenue à la naissance, le cas de mycoviscidose, la dyskinésie ciliaire ou le cas de cardiopathie congénitale. Le bilan à faire, qu'est-ce qu'on va faire, les examens à faire pour confirmer un diagnostic chez l'enfant? C'est très difficile. Premièrement, c'est la test thérapeutique des corticothérapies inhalées associées à des savants. Une radiographie thoracique est systématique pour éliminer les autres diagnostics. Le prick test. Le prick test, on le fait normalement à partir de 3 ans. Avant 3 ans, on ne peut pas le faire. L'exploration fonctionnelle respiratoire 3 à 4 ans. Il y a également la fraction exhalée de l'ENO, qui va explorer l'inflammation. Elle n'est pas spécifique parce que peut exister dans d'autres pathologies, notamment l'infection respiratoire. La question des parents, c'est pour leur asthme de leur enfant. Qu'est-ce que va devenir à l'enfant à l'âge adulte? Les facteurs qui vont déterminer la persistance de l'asthme à l'âge adulte, c'est la sévérité de l'asthme, c'est les caractéristiques fonctionnelles, la présence d'une obstruction intercritique, l'hyperactivité bronchique, la présence d'une atopie, le surpoids, l'âge précoce de la puberté et la présence de l'environnement du tabagisme. On passe aux objectifs de traitement. Pourquoi on traite? On traite pour contrôler les symptômes et les risques d'exacerbation, pour éviter les effets secondaires des médicaments et maintenir une fonction respiratoire proche de la normale. Les objectifs sont personnels, doivent être identifiés, contrôle optimal et permet d'avoir mener une vie normale. Donc on aura ce cycle, ce cercle, donc le traitement de l'asthmatique doit être adapté en fonction d'un cercle qui comprend une évaluation des symptômes et des facteurs, les comorbidités, puis traiter le malade et adapter son traitement par des paliers step up ou step down, puis évaluer, revoir la réponse basée sur les symptômes, les exacerbations, les effets secondaires. On aura la satisfaction à l'enfant moins de 6 ans, ce sont la satisfaction des parents. En âge scolaire, c'est les parents et c'est l'enfant. En âge adolescent, c'est la satisfaction surtout de l'enfant. On va contrôler les symptômes. Les symptômes, on a l'évaluation des symptômes durant les 4 semaines, la présence de symptômes diurnes, de symptômes de réveil, d'utilisation de bêta-2 mimétiques, plus que 2 fois par semaine, et limitation de l'activité. Si on a tous les absents de ces items, c'est bien contrôlé. 1 à 2 items, c'est partiellement contrôlé. Et si tous les items sont validés, on aura qui n'est pas contrôlé. Donc l'objectif, c'est contrôler l'asthme. Un patient qui a un asthme contrôlé, il n'a pas de symptômes. À côté des contrôles de l'asthme, parfois on peut avoir un contrôle de l'asthme, mais on ne sait pas l'évolution de son asthme. Donc je fâche des facteurs de risque d'exacerbation, un risque de l'évolution vers la trouble ventilatoire obstructive irréversible et les risques d'avoir des effets secondaires médicamenteux. Donc on aura le risque d'exacerbation, c'est des symptômes mal contrôlés, d'avoir plusieurs exacerbations au cours de l'année, un niveau socio-économique qui est bas, problèmes psychologiques, la présence de pollution et la présence de comorbidité. Pour avoir des risques, leur permanence, c'est la sévérité de l'asthme et c'est l'histoire de bronchiolite. Pour les effets secondaires, c'est l'utilisation de corticothérapie pérose ou pour avoir des effets systémiques et locaux pour les corticothérapies à haute dose.
Donc la prise en charge thérapeutique va comprendre une prise en charge médicamenteuse, une prise en charge des mesures associées, c'est le contrôle de l'environnement, c'est la prise en charge des comorbidités et l'éducation thérapeutique. Pour qu'il y ait le traitement médicamenteux, la pièce angulaire, c'est les corticoïdes inhalés. On a également les bronchodilatateurs de courte durée d'action, les bronchodilatateurs de longue durée d'action, l'association corticothérapie inhalée et là-bas, c'est à partir de l'âge de 4 ans, les antilocotriennes à partir de 6 mois et autres traitements, c'est l'anticholinergique et les biothérapies. Donc, la corticothérapie inhalée est la base du traitement de fond. Grande efficacité sur les symptômes et l'exacerbation. L'inflammation des voies aériennes est présente déjà au début, même si vous avez des symptômes mineurs, vous avez de l'inflammation. Un bénéfice il est plus important tant que le traitement est instauré précocement. Et on va débuter le traitement lorsqu'on présente plusieurs critères du mal contrôle. Au collage, le patient présente des asthmes avec plus de 3 exacerbations ou des cours d'une exacerbation sévère. Donc, pour l'enfant de moins de 5 ans, on aura des corticothérapies par le fluticasone à 50 microgrammes. On aura également le bidisonide, le pulmicorde en nébulisation. Donc, l'utilisation chez les enfants, c'est également pour l'observance et l'adhérence. Il faut utiliser soit des masques pour les enfants, pour masque facial, pour l'immobilisation, pour l'enfant de 0 à 3 ans. Et 3 à 4 ans, on aura plus de champs d'inhalation avec un nombre buccal. Et l'alternative, ce sont des nébulisations dans lesquelles, pendant la pandémie, il était à éviter de nébuliser les enfants. Les antibiotiques réels, l'AMM à partir de 6 mois, la posologie à partir de 6 mois à 6 ans, 4 mg. Entre 6 ans et 15 ans, c'est 5 mg. Et à partir de 15 ans, c'est 10 mg. Les antilécotriens sont moins efficaces que les corticoïdes inhalés à faible dose. Ils sont utilisés en association avec les corticoïdes inhalés en alternance. Et l'effet secondaire, ce sont les troubles digestifs et les troubles neuropsychiatriques. Pour la corticothérapie inhalée, on l'utilise soit au quotidien, soit à faible dose intermittente. L'étude mixte va comparer 278 enfants entre 15 à 30 mois. Avec un groupe, on utilisait les bronchodilateurs quotidiens, les bidosinides quotidiens, et l'autre, on utilisait intermittent au décours d'une infection virale. Il y avait du wheezing. Il s'est avéré que les bidosinides en intermittent fait pratiquement la même chose que les bidosinides quotidiens. Donc, on va commencer par l'enfant de 6 mois. On a des paliers, des step up, des step down, des paliers préférés ou d'autres optionnels. On va faire les préférés. Le premier step, on ne peut donner pas de corticoïdes, mais on peut donner les corticoïdes si des infections virales qui ne sont pas fréquentes, il y a des sibilants, des wheezing, on peut les donner de manière intermittente. Le palier 2, c'est des doses quotidiennes de corticothérapie de faible dose. Et l'alternative, c'est les antileucotriennes ou les corticothérapies intermittentes. Ça, on le traite lorsqu'on a des sifflements, des wheezing plus de 3 fois par an, où on a des symptômes qui consistent avec l'asthme, où on a des exacerbations qui sont fréquentes. S'il n'y a pas d'amélioration, après avoir éliminé l'adhérence ou l'observance du système d'utilisation, on peut doubler la dose de corticothérapie. Et le palier 4, c'est le référer à un spécialiste. Pour ce qui est des enfants de 6 à 11 ans, de 6 à 11 ans, on a également, ça reste comme la même roue, on aura des paliers, des steps. Le palier 1, on peut utiliser des corticoïdes inhalés avec des bêta-2-mimétiques à la demande. Également, le palier 2, c'est des corticoïdes inhalés à faible dose. Le palier 3, c'est la nouveauté. Soit on utilise les doses, les very low doses, souvent SMART. À SMART, on utilise 10 mg, 6. Donc, c'est la nouveauté. La SMART à partir de step 3 et step 4, et le palier 5, c'est le palier de l'asthme sévère. Donc pour les enfants, les doses, c'est des doses faibles, moyennes et élevées. C'est du bidosinides et du fluticasone. Pour l'adulte, l'adolescent, c'est l'équivalent de l'adulte. On a utilisé la stratégie MART à partir de... C'est une préférence, MART, c'est-à-dire les corticothérapies inhalées avec le formoterol, on utilise à partir à la demande au palier 1 et 2. On peut utiliser à faible dose le palier 3 ou le palier 4 à dose moyenne. Et après, on va passer à l'asthme sévère si ce n'est pas contrôlé.
Donc, on va parler des traitements non pharmacologiques. Dans les traitements non pharmacologiques, il y a une prise en charge des comorbidités et des mesures associées. Traiter une rhinite allergique, un reflux gastro-œsophagien symptomatique doit être également traité. L'obésité, l'asthme chez les patients obèses, c'est un asthme difficile à traiter. Également intervenir sur les facteurs psychologiques et surtout encourager l'activité physique et prévenir et traiter l'asthme des formes. Et surtout la vaccination antigrippale à partir de 6 mois. La deuxième partie, c'est le contrôle des facteurs de l'environnement. Contrôler la pollution, surtout le tabac, les allergènes, réduire l'exposition aux allergènes, également sur le mode de vie, sur l'alimentation. Également, une partie importante, c'est l'éducation thérapeutique, c'est expliquer au malade, à sa famille, les basiques sur l'explication doit être basique sur l'asthme et sur les facteurs influençant l'exacerbation, la formation est surtout des techniques d'inhalation et d'utilisation des nébuliseurs, et surtout l'adhérence au traitement. Et le plan d'action doit être un plan d'action personnalisé pour les enfants, mais les remettre aux professeurs qui sont à l'école. Donc, quand notre asthme est contrôlé, qu'est-ce qu'on va faire? Quand le contrôle de l'asthme est obtenu. Donc, on va réduire la pression thérapeutique, c'est sûr, à réduire de la dose de corticostéroïdes inhalés progressive par palier de 25 à 50%, tous les 6 mois, 3-6 mois, jusqu'à avoir une dose minimale efficace. Il faut éviter de réduire ou arrêter le traitement en période automne-hivernale, ou lorsque la saison pollinique. Également, chez les patients allergiques, il n'est pas recommandé de laisser les bronchodilatateurs à longue durée d'action seuls en traitement de fond. En cas d'absence de contrôle, d'option d'un contrôle maintenu, il faut reconsidérer le diagnostic, rechercher des alternatives diagnostiques. Peut-être que ce n'est pas de l'asthme, c'est peut-être autre chose, donc il faut faire compléter par d'autres examens complémentaires. Bien probablement, le reste, ce n'est pas de l'asthme, c'est autre chose. On n'a pas répondu à traitement, donc il faut éliminer ce qu'il y a pas l'asthme. On a fait une panoplie de diagnostics différentiels qui donnent des symptômes ou des faux asthmes. Puis, évaluer les problèmes avant d'envisager augmenter le traitement. Il faut voir est-ce que votre malade est observant, est-ce qu'il utilise bien sa technique d'inhalation, est-ce qu'il a présente des pathologies associées qu'il faut rechercher, notamment le reflux, l'allergie, les infections oreilles ou les polypes oreilles. Rechercher s'il y a un environnement, l'environnement comment il est qu'il y a une pollution domestique, est-ce qu'il y a l'exposition au tabac, aux polluants. Puis on va augmenter la pression thérapeutique. On va augmenter la pression thérapeutique du corticostéroïde inhalé sans dépasser la dose maximale. Puis après, si ça ne s'améliore pas, il faut dresser une consultation spécialisée. On va entrer dans le cas des enfants de plus de 6 ans, de adolescents, dont l'asthme sévère qui n'est pas contrôlé par une forte dose de corticothérapie inhalée. C'est à ce moment-là qu'il faut phénotyper de l'asthme. C'est l'avenir. Maintenant, c'est l'avenir, c'est le phénotypage de l'asthme. En conclusion, l'asthme de l'enfant, elle est fréquente. Donc le début de l'asthme, c'est ça à l'enfance, de l'âge. Et c'est des phénotypes qui sont variables. Les phénotypes de l'adulte, c'est allergique, non allergique, tardif, des obésités, surtout de l'enfant, c'est toujours des viraux induits et à comorbidité multiple. Il faut rappeler que les corticostéroïdes inhalés est la base du traitement de fond, quel que soit l'âge. Le traitement il est en fonction du niveau de contrôle et il se fait par palier. Et la prise en charge doit être personnalisée et globale. L'avenir serait le phénotypage de l'asthme. Pourquoi le phénotypage? Pour prédire l'avenir de l'asthmatique, pour instaurer un traitement ciblé et pourquoi pas pour modifier la trajectoire de cette maladie asthmatique. Merci de votre attention. Merci professeur pour la présentation
présentation de notre prof et ami, professeur Karima Fakhari, sur les dilatations des branches chez l'enfant. Salam alaikum. Je remercie beaucoup l'équipe organisatrice de m'avoir associée à cette session de pneumologie pédiatrique. Et la question qui m'a été demandée de traiter, c'est la dilatation de branches de l'enfant. Donc, les dilatations de branches sont définies par une augmentation permanente et irréductible des branches associée à une altération de leur fonction dans les territoires plus ou moins étendus. Donc il y a le caractère irréductible, ça c'est l'apanage de l'adulte, mais la particularité de l'enfant est que les dilatations de branches peuvent être réversibles. Donc il y a une altération de l'armature fibrocartilagineuse. C'est une cause de morbidité et de mortalité qui est considérable. Les étiologies sont nombreuses. Elles peuvent être dues à des dilatations de bronches localisées, généralisées, à des pathologies générales. Et la prévalence est en nette augmentation de par le monde. Pourquoi cette question est intéressante? Parce qu'elle pose trois problématiques. La première, les dilatations de bronches sont souvent méconnues et ceci expose à un retard du diagnostic. La deuxième raison, c'est que le bilan étiologique il n'est pas souvent disponible, surtout pour certaines pathologies génétiques, notamment la mucoviscidose ou la dyskinésie ciliaire. Et la prise en charge, elle est très lourde, allant de la simple antibioprophylaxie, la kiné, la chirurgie à la transplantation hépatique. Et en plus, elle n'est pas standardisée. D'un point de vue épidémiologique, dans le monde, on compte 0,2 à 735 pour 1000 enfants. Aux États-Unis, c'est 87 enfants par million. En Alaska, c'est 16 cas pour 1000 habitants. En Angleterre, c'est 0,2 pour 100 000 enfants. À la Nouvelle-Zélande, c'est 3,7 pour 100 000 enfants. Et au Maroc, l'incidence reste inconnue. Qu'est-ce qui se passe sur le plan pathogénie? Soit qu'il y a des facteurs qui sont liés à l'hôte, des facteurs liés à l'environnement ou des facteurs liés à certains pathogènes. Donc un déficit immunitaire concernant l'immunité innée ou adaptative, une prématurité par exemple, une infection virale au bas âge, un antécédent de tabagisme, exposition au tabac, des facteurs socio-économiques qui sont défavorables, une infection virale, bactérienne, une co-infection des deux, des micro-organismes qu'on n'arrive pas à cultiver ou le biofilm. Tous ces éléments-là, ensemble couplés, ils vont entraîner une altération de l'épithélium, donc bronchique, et vont engendrer une infection. Cette infection va avoir comme conséquence l'installation d'une inflammation avec une dysrégulation immunitaire et il y aurait une interruption du film mucociliaire et donc qui va gêner le drainage bronchique et il s'installe un encombrement, une hypersécrétion. Donc de là, on peut comprendre qu'on aura comme signe clinique une bronchorrhée, une toux grasse, des infections à répétition, une inflammation bronchique, une hyperréactivité bronchique. Et de là aussi, on peut deviner les bases thérapeutiques qu'on verra par la suite. D'un point de vue chronologique de l'installation des dilatations de bronches, au début, on a une toux qui est grasse, qui peut évoluer vers une bronchite bactérienne persistante. On va traiter par une antibiothérapie au bout de 2 semaines, et quand elle récidive, et la récidive c'est 3 épisodes par an, elle peut évoluer vers une maladie pulmonaire chronique. Et cette maladie pulmonaire chronique va évoluer à son tour vers des bronchectasies qui sont établies, ça veut dire irréversibles. Sur le plan anatomopathologie, pour la branche normale
il y a la paroi, le muscle, les cellules épithéliales avec les cils, et on compte 200 cils par cellule avec du mucus. Quand on a une dilatation de branche, on a une destruction de l'armature fibro-cartilagineuse, et donc l'installation des formes variqueuses, monéniformes, etc. On aura une altération de la ciliature, une déciliation, et donc on aura un problème de drainage bronchique, et donc comme conséquence l'encombrement bronchique, l'augmentation du mucus et la destruction de la paroi. Il y a des facteurs qui prédisposent. C'est des facteurs soit infectieux, c'est des infections au bas âge, des infections virales, à la coqueluche, à la rougeole, à l'adénovirus 3,7,21, des facteurs mécaniques, notamment un corps étranger négligé mais méconnu, ou l'adénopathie tuberculeuse ou une adénopathie d'origine maligne, et des facteurs qui sont liés à l'autre, notamment des maladies génétiques telles que la mucoviscidose et la dyskinésie ciliaire. D'autres facteurs prédisposent, notamment le reflux, qui va entraîner l'hyperactivité bronchique par mécanisme chimique, ou une inhalation. La maladie de système, c'est surtout chez l'adulte. Quelles sont les circonstances de découverte de ces dilatations de branches? Généralement, le maître symptôme, c'est une toux. C'est une toux qui est chronique, qui est grasse, qui est matinale, avec une bronchorrhée purulente, muqueuse, séromuqueuse. On peut avoir une hémoptysie de faible abondance, moyenne ou grande abondance. Et elle signe d'exacerbation. Parfois, quand elle est abondante, il faut indiquer même la chirurgie. Une fièvre récurrente, des douleurs thoraciques avec des pneumonies, et des pneumonies, elles doivent être à répétition. Une dyspnée sifflante, ou des sifflements carrément récurrents. Des pneumopathies récurrentes, surtout quand elles siègent au niveau du même lobe, du même territoire. On peut avoir une dyspnée d'effort. Et le mode de révélation peut être un asthme difficile. Devant un asthme difficile, nous les pédiatres, on a tendance toujours à vérifier l'observance du traitement, à vérifier les comorbidités, à vérifier les facteurs déclenchants, mais quand tout est correct, on se pose la question, est-ce que c'est pas un faux asthme, c'est un diagnostic différentiel, d'autant plus qu'il y a un retard staturo-pondéral qui est associé ou un hypocratisme digital. Donc essentiellement, le diagnostic est porté devant une toux chronique grasse productive, une bronchite bactérienne prolongée récurrente, et le chiffre c'est 3 épisodes par an, ou une toux grasse productive qui ne répond pas à 4 semaines d'antibiotiques orales à base d'amoxicilline acétylflavulanique. Donc en interrogatoire, on va poser la question concernant les consanguinités, parce qu'on va penser un déficit immunitaire ou primitif ou secondaire ou une maladie génétique. On va chercher dans la fratrie, est-ce qu'il y a une notion de décès dans la fratrie, des affections similaires, parce qu'il y a des dilatations de bronches génétiques, un antécédent de bronchopathie. Et pour les antécédents personnels, on pose la question par rapport au début du symptôme. Est-ce qu'il y a une pathologie respiratoire de la période néonatale, si c'est un prématuré, les antécédents d'infection, surtout les infections ORL, les pneumonies à répétition, les sinusites qui vont nous orienter vers un déficit immunitaire humoral, les manifestations associées au ORL, une sinusite, une polypose, des manifestations digestives, une diarrhée chronique par exemple, qui va orienter vers une maladie cœliaque, manifestations cutanées, un eczéma, une xérose cutanée, une notion de syndrome de pénétration et surtout un antécédent de tuberculose. À l'examen clinique, il faut rechercher l'hypocratisme digital qui témoigne de l'hypoxie chronique qui peut siéger au niveau des doigts et des orteils, une déformation thoracique et qui va signer une atélectasie, une cyanose à l'état clinique par la saturation, un retard saturo-pondéral, des râles, on peut avoir des sibilants, des ronflants, on peut avoir les deux couplés. On va chercher une dextrocardie si on pense à un cartagénaire et une insuffisance cardiaque surtout droite, et complétée par un examen ORL qui va chercher une otite, une rhinorrhée, une polypose, une obstruction nasale. La radiothorax, c'est l'examen de première intention, sauf qu'elle est peu sensible. Elle peut montrer un épaississement des parois bronchiques tubulées, elle peut montrer des images en rail, des images aréolaires, des images kystiques.
des opacités en Y ou en V à augmentation hilaire, mais une radiothorax normale ne permet pas d'éliminer formellement le diagnostic des bronchiectasies. Ici, c'est une radiothorax d'un enfant qui montre un thorax d'abord distendu avec des images en rail au niveau du lobe moyen et du lobe inférieur et qui oriente vers une dilatation de bronche qu'il faut aller compléter, confirmée par une TDM thoracique. La TDM thoracique, c'est le gold standard. Elle est à haute résolution et elle permet de réaliser des coupes fines, millimétriques. Elles permettent de porter le diagnostic des bronchiectasies. Elles précisent le type anatomique. Est-ce qu'elles sont variqueuses, cylindriques, kystiques? Est-ce qu'elles sont aux dépens d'un lobe et de lobe? Elles sont bilatérales et donc c'est l'extension. Et parfois, elles permettent de montrer même une complication, un empyème ou un abcès. Le principal critère, c'est l'absence de réduction progressive du calibre des branches au fur et à mesure qu'on s'éloigne des îles et l'augmentation du ratio entre le diamètre interne de la branche et l'artère pulmonaire adjacente qui doit être supérieur à 0,8, réalisant un aspect de bague achatant. Il y a d'autres critères qui sont moins spécifiques, à type d'absence d'effilement bronchique sur au moins 2 cm de longueur, critère et porter le diagnostic de dilatation de bronche. Donc sur ce schéma qui illustre donc un aspect bien particulier de bague achatant, donc dans la figure A, on a le calibre des bronches, il est identique à celui de l'artère adjacente. Dans le schéma B, on a un calibre de bronche qui est supérieur au calibre de l'artère adjacente et donc ça réalise une dilatation de bronche dite cylindrique en bague achatant. Si on a l'inverse, l'artère qui a un calibre supérieur à la branche, on est dans l'HTAP. Dans le schéma C, c'est une dilatation de branche moniniforme et dans le schéma D, c'est une dilatation de branche kystique qui rappelle le diagnostic de mucoviscidose. Donc sur ce scanner, le premier schéma, il montre l'image en bague achaton, donc c'est la bague avec la petite perle, et l'autre schéma, c'est plusieurs images, aspects de bague achaton. Donc là, c'est des dilatations de branches cylindriques qui sont bilatérales. Et sur cette coupe scalographique, c'est des dilatations de bronches qui sont kystiques avec montrant un gros kyste. Il est de siège postérieur et donc c'est une coupe scalographique chez un enfant qui est atteint de mucoviscidose. Est-ce que l'atteinte d'un lobe oriente vers une étiologie précise? La réponse est oui. Si on a des dilatations de branches qui sont aux dépens des lobes inférieurs, on va penser surtout à un déficit immunitaire ou une dyskinésie ciliaire. Si l'atteinte prédomine au niveau des lobes supérieurs et surtout postérieurs, donc là c'est le diagnostic de mucoviscidose qui est le plus probable. Et si les dilatations de branches siègent au niveau des lobes moyens, donc on va penser, et surtout quand elles sont cylindriques, on va penser à un asthme, à un corps étranger ou à un reflux gastro-œsophagien. Donc une fois qu'on a porté le diagnostic, quel est le bilan étiologique? Il est exhaustif et on ne dispose pas de tous les bilans. D'abord, on va réaliser une numération pour chercher une lymphopénie, une sérologie VIH pour écarter le déficit immunitaire secondaire, le dosage des immunoglobulines pondérales avec les sous-classes des immunoglobulines, l'électrophorèse des protéines pour chercher la datation de bronche qui se sont installées sur des séquelles de tuberculose. Un examen cytobactériologique des crachats, donc il faut le réaliser après une bonne kiné ou après avoir réalisé une nébulisation au sérum salé hypertonique et donc on retient un seuil positif si on a 10 à la puissance 7 de germes habituels ou 10 à la puissance 3 pour le Pseudomonas aeruginosa. Donc le test de la sueur, la pH-métrie pour le reflux gastro-œsophagien, la bronchoscopie si on suspecte un corps étranger mais connu, négligé, ancien, une nasofibroscopie pour la polypose nasale, le NO nasal et le battement ciliaire avec l'étude au microscope électronique pour la dyskinésie ciliaire et si on pense à une aspergillose bronchopulmonaire allergique, on va demander les sérologies aspergillaires.
Pour le retentissement, on va réaliser une exploration fonctionnelle respiratoire et étudier la réversibilité. On peut avoir un trouble obstructif qui est réversible contre la dilatation de bronches complique une hyperactivité bronchique, un asthme. On peut avoir un syndrome restrictif, on peut avoir les deux, mixte, donc un syndrome qui est mixte. Il faut réaliser une échographie si la dilatation de bronches se complique de cœur pulmonaire chronique et donc on va chercher un CPC et une HTAP. Et c'est une suppuration chronique qui peut se compliquer d'amylose et donc en général on réalise une bandage urinaire dans chaque contrôle. Si on trouve qu'il y a une protéinurie, il faut aller compléter par une protéinurie de 24 heures, une écho rénale et probablement une biopsie rénale. Concernant les étiologies, donc après l'étape clinique radio et scanographique, il existe des dilatations de bronches soit localisées qui vont orienter vers une séquelle de tuberculose ou une séquelle de virose d'infection grave ou d'un corps étranger, ou des dilatations de bronches qui sont diffuses. C'est le cas des maladies générales, c'est la mucoviscidose qu'on va confirmer par un test de la sueur et une étude génétique. Dans notre expérience, la mutation génétique la plus fréquente, c'est la delta F508, mais on n'a pas beaucoup de cas. La deuxième étiologie, c'est la dyskinésie ciliaire primitive, et donc il faut mesurer le NO nasal avec l'étude des cils, microscope optique et électronique. Et la troisième étiologie, et qui est la plus fréquente, c'est le déficit immunitaire, en particulier le déficit humoral. Si on a fait tout le bilan et qu'on n'a pas trouvé d'étiologie, on retient que ce sont des dilatations de bronches d'origine idiopathique. Elles sont idiopathiques dans 20% des cas. Sur une étude menée dans par notre équipe, c'était une étude rétrospective menée au CHU de Marrakech, portant sur 44 cas. Il vous reste 3 minutes. Nous avons le déficit immunitaire humoral qui est l'étiologie la plus fréquente. Et ceci rejoint en fait l'équipe de Casablanca, qui ont aussi le déficit immunitaire comme l'étiologie la plus fréquente. Donc le traitement, il faut rompre le cercle de col, c'est-à-dire une antibiothérapie, un drainage thoracique et une chirurgie. L'antibiothérapie, c'est l'amoxicilline acide clavulanique, 14 jours, macrolide si mucoviscidose, trimétoprine sulfaméthoxazole si déficit immunitaire humoral et nébulisation d'antibiotiques si on pense à un pseudomonas, c'est le cas de la mucoviscidose. Donc soit la ciproxine, soit la ceftriaxone avec une antibiothérapie inhalée. Bien sûr, l'oxygénothérapie si on a une hypoxie, et inhalation de corticoïdes si on a une hyperactivité bronchique, vaccination antigrippale, antipneumo, chirurgie. Les indications de la chirurgie, c'est la DDB localisée, l'hémoptysie, quand la qualité de vie est altérée et quand les exacerbations sont sévères. Il faut bien sûr un suivi par ECVC, par examen clinique, l'état nutritionnel, la radiothorax, pas forcément une TDR thoracique et le suivi des chirurgicales. Il faut reconnaître les exacerbations et les traiter de façon adéquate. Et en conclusion, le diagnostic de dilatation de branches doit être porté précocement. Les présentations cliniques peuvent être variables. Les étiologies sont nombreuses et on ne dispose pas de toutes les explorations. Il faut indiquer une antibiothérapie, une antibioprophylaxie qui doit être codifiée. Le traitement, il est fonction de l'étiologie. Il faut développer les outils diagnostiques et thérapeutiques dans notre pays. Et j'insiste sur l'intérêt de la prévention par rapport aux corps étrangers, par rapport à la vaccination, rougeole, coqueluche, vaccination antigrippale et vaccination pneumococcique. Je vous remercie. Merci, professeur Fakeri, pour cette présentation. Vous avez des questions, docteur Mitnavi? Oui, je voudrais tout d'abord remercier les trois orateurs pour la qualité de leur intervention et la richesse. Je rebondis bien sûr en ce qui concerne sur mon domaine d'expertise par rapport au test cutané. Dr. Bouchentour nous a dit
qu'on ne pouvait pas les faire avant de 3 ans, avant l'âge de 3 ans. Je ne suis pas d'accord. La preuve en est, c'est que pour les pédiatres, quand il s'agit d'APLV, ça se déclare dans les premiers mois de la vie, à l'âge de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et à cet âge-là, en matière d'allergie alimentaire, vous testez les IgE spécifiques. Et ils sont là, ils sont présents. Et en matière d'atopie, l'atopie, elle est héréditaire, elle est génétique. Elle existe en gestationnel. La seule contre-indication, le seul bémol qu'on peut faire par rapport au test cutané avant 3 ans, c'est l'hyporéactivité cutanée, qui, elle est vraie, pour certains nourrissons, elle existe. Et vous n'aurez pas de test positif quand vous testez, même si l'enfant est allergique. Vrai. Mais pourtant, vous demandez les IgE totales. Pourquoi ne pas tester un enfant? La seule raison qui me paraît maintenant une non-possibilité, c'est la pénurie des allergènes. Mais pas au niveau anatomique ou physiopathologique, parce que du moment que votre système immunitaire est réactif, vous faites le BCG en bas âge à la première semaine. Et pourquoi pas vous testez l'immunité à médiation cellulaire? Pourquoi pas ne pas tester donc ces enfants par rapport à cette réponse IgE? Ce qu'on disait avant, c'est parce que on donnait 6 mois. On donnait 6 mois par rapport à la présence éventuelle d'anticorps maternels chez l'enfant qui pouvaient interférer avec sa propre réaction. Mais du moment que l'enfant réagit aux allergènes, pourquoi ne pas le tester? Et d'ailleurs, cette notion, je comprends pourquoi, parce que sur une diapo du docteur Bojintou, il y avait une classification sur laquelle l'asthme avant l'âge préscolaire n'était pas allergique. Il est classé. Et c'est de là d'où vient la question. Et là, vous êtes en concordant, vous êtes en harmonie de ce que vous dites. Quand vous considérez que l'asthme, effectivement, pour la plupart des nourrissons, et il y a des infections virales, il faut éliminer tout ce qui est malformation, il faut voir autre chose, et que la plupart, donc ça s'arrange et que ce n'est pas allergique. C'est de là où ça vient, c'est qu'on a classé les asthmes avant 3 ans comme étant des asthmes non allergiques, et c'est pour ça qu'on recommande de ne pas les tester. Alors, moi je dis non, quand vous avez des arguments d'atopie, quand vous avez des arguments de réactivité par rapport à l'environnement, vous pouvez tester l'enfant. La seule chose, c'est que vous pouvez avoir des tests temporairement faux négatifs. Il faut laisser l'âge donc à la maturité pour qu'il devienne positif par la suite. Voilà. Merci. Moi j'ajoute une chose à ce que vient de dire mon ami Tari. Sur Madame Mondé-Vautrin, il les recommande même à 29 jours après la naissance. Il y a une publication qu'il a faite, je ne me rappelle plus de quelle date, mais il faisait. Il le recommande. Seulement, il faut les ramener à la clinique. Moi, personnellement, je l'ai fait à 1 mois, 4 mois. À 9 mois, je l'ai fait et ça marche. Mais il faut les rapporter à la clinique. Une autre question? Je remercie les 3 orateurs pour la qualité de leur présentation. C'est vraiment pour l'atout chronique. Je pense qu'on doit rester clinicien. L'atout chronique et la démarche diagnostique, c'est surtout le caractère sémiologique de l'atout qui nous aide énormément pour poser le diagnostic, sa récurrence, sa périodicité et tout. Mais en tant que pneumo, je fais la remarque aussi, je fais appel aux documents radiologiques anciens qui pourraient nous aider à poser le diagnostic d'un corps étranger. Un enfant qui fait des pneumopathies à répétition, même foyer, même localisation, ça pourrait nous orienter vers un corps étranger. Et une petite question, qu'est-ce que vous pensez en tant que pédiatre de la fameuse association antitussif et les
Jean, je ne veux pas prononcer le nom commercial pour traiter la toux. Merci. J'ai un problème avec l'ancienne et la nouvelle technologie. Alors, j'adhère avec vous. L'anamnèse, je ne sais pas qui a posé la question. Merci. Donc l'anamnèse et l'examen clinique, c'est le pilier de la prise en charge et c'est le pilier de l'orientation diagnostique étiologique. Mais avec l'anamnèse, l'examen clinique, on a également la radiothorax qui est systématique devant tout qui se prolonge. Et on a cité également, pour traiter, pour aller plus loin, on doit analyser la radiologie pour éliminer une anomalie radiologique. Et de toute façon, l'inhalation de corps étrangers, c'est la bête noire en pédiatrie. Généralement, les mamans, ils ne rapportent pas le syndrome de pénétration. Et ça reste au pédiatre d'aller penser, d'aller creuser, d'aller explorer. Juste une autre entre parenthèses, si la maman elle rapporte un syndrome de pénétration, même si l'enfant il ne tousse pas, même s'il est asymptomatique, même si la radiothorax est normale, on doit aller faire la bronchoscopie. D'accord? Donc, on ne doit pas compter sur l'absence de syndrome de pénétration pour éliminer le corps étranger, ni bien sûr sur l'anamnèse, l'examen clinique qui est normal, ou bien même une radiothorax qui est normale pour éliminer l'inhalation de corps étranger. Non, c'est même contre-indiqué, c'est inefficace, contre-indiqué. C'est même contre-indiqué. Et même pour une toux qui est productive, les fluidifiants pour une toux productive, soit ça risque d'encombrer l'enfant, aggraver la détresse respiratoire, et même s'il ne grave pas la détresse respiratoire, ça risque de périliser la toux chronique. Non, traitement diagnostique et traitement étiologique. J'ai une petite question pour les antilécotriennes. Quelle est la durée du traitement avant de dire qu'il n'y a pas de résultat et on passe à la corticothérapie? Merci. C'est cela, les antileucotriennes, c'est la deuxième alternative. Donc, avec les effets secondaires des antileucotriennes chez l'enfant, des céphalées et des cauchemars, on peut avoir vraiment des troubles digestifs. Donc c'est une deuxième option de la corticophobie. Vraiment, pour évaluer l'efficacité des antileucotriennes, c'est en 2 à 4 semaines. C'est 2 à 4 semaines pour voir est-ce que les antileucotriennes sont efficaces. Les enfants qui sont frustrés, vraiment c'est une toux, surtout qui est nocturne, émétisante. Donc vraiment c'est à partir de quel délai on doit s'inquiéter pour faire les investigations. Merci. Alors s'inquiéter, dès que 4 semaines. Donc s'inquiéter, on doit justifier notre inquiétude. Est-ce que c'est par rapport à la qualité de vie de la famille? Est-ce que c'est par rapport à une pathologie sous-jacente? D'accord? Donc on a un enfant qui est, imaginons, suivi pour une bronchiolite épidurale. Je porte le diagnostic, je prévois que la toux, elle va pérenniser 10 jours après la sortie de l'hôpital, par exemple. Je dois contrôler cet enfant à la 4e semaine pour dire est-ce que cette toux, est-ce qu'elle se prolonge ou non. Une fois que la toux elle se prolonge et devient chronique, je commence à m'inquiéter et je dois reprendre l'interrogatoire et je dois reprendre mon examen clinique, je dois reprendre la recherche des drapeaux. Lorsqu'on hospitalise un enfant pour bronchiolite virale, on a des priorités, mais lorsqu'on va le voir en consultation, à chaque fois on doit reprendre l'anamnèse et l'examen clinique. D'ailleurs, c'est l'idée que j'avais oubliée tout à l'heure. Une toux chronique, en général, ce sont des enfants qui font un nomadisme entre plusieurs médecins. Les parents, ils sont inquiets, ils changent de médecin. Et à chaque fois, on est obligé de revoir les anciennes prescriptions sur leur carnet de santé, qu'est-ce qu'ils ont fait, les différents bilans. Donc, c'est vraiment des patients qui sont difficiles à... Pour arriver à un diagnostic, on doit fidéliser. Donc ça, on ne va pas reprendre le tout à zéro. Une fois qu'on a une toux qui se prolonge, on va expliquer aux parents, à la 4e semaine, on va leur expliquer. On doit s'assurer que la toux qu'elle est sèche. Si on est devant une toux sèche, on va expliquer aux parents, on va leur dire très probablement, on élimine tous les urgences des drapeaux rouges, les antécédents, on fait une analyse sémiologique. Si tout va bien, on va expliquer aux parents. Très probablement, ça va régresser tout seul. Donc on va s'abstenir et attendre 2 semaines. Après 2 semaines, on discute avec les parents. On a toujours des chances pour que ça régresse tout seul. Est-ce que vous préférez l'abstention? Dans quel cas on va revoir après 2 semaines. Sinon, on peut commencer la toux, les équivalences de l'asthme. C'est une toux qui est isolée, sans les autres signes de l'asthme, et commencer une corticothérapie inhalée. Mais là aussi, on a le piège. Si notre traitement d'épreuve ne marche pas,
Si le traitement de la corticothérapie ne marche pas, on ne doit pas prolonger, on dit la dose, ajouter les anticomprimés, on doit reprendre la discussion à zéro. Et tout à zéro. Deux questions parce qu'on est en retard. Je ne sais pas si vous, parce qu'on sait très bien que pour les dilatations de bronches, les traitements c'est surtout la prévention, et surtout la prévention des surinfections bronchiques, qui ont tendance à aggraver la pathologie dans le temps. Quelle est la place que prennent les vaccinations antigrippales et antipneumocoques chez les patients, chez l'enfant? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Donc, la prise en charge de la dilatation de bronches chez l'enfant, elle est un petit peu extrapolée de l'adulte. C'est une antibioprophylaxie et ça dépend de l'étiologie sous-jacente, comme je l'ai dit. Soit c'est une amoxicilline acide-clavulanique, si c'est une exacerbation sur asthme par exemple. Un macrolide est indiqué si c'est une mucoviscidose et c'est à dose anti-inflammatoire, vu les propriétés du macrolide immunomodulatrice et anti-inflammatoire, c'est-à-dire la moitié de la dose. C'est la moitié de la dose, c'est-à-dire si normalement on donne 20 mg, on va donner 10 mg par kilo, c'est 1 jour sur 2, et c'est sur une durée qui est très prolongée de 6 mois, à condition d'avoir réalisé un ECG auparavant, parce qu'il faut guetter le QT long. Si c'est une dilatation de bronche sur un déficit immunitaire secondaire ou primitif, l'antibrophylaxie c'est à base de cotrimoxazole. Et le plus souvent, les patients qui ont des dilatations de bronches sur déficit immunitaire, ils ne sont pas exacerbateurs pour la simple raison qu'ils sont soumis d'avance sous antibioprophylaxie. Et donc, le plus souvent, les patients qui ont un VIH ou une ataxie télangiectasie, les VIH, la dilatation de bronche, soit elle régresse, soit elle est stationnaire. Pour les patients qui ont des ataxies télangiectasie, par exemple, ils sont sous triméthoprim sulfaméthonidazole. Souvent, la dilatation elle est bien contrôlée et d'ailleurs, on évite de réaliser des scanners de contrôle parce qu'il y a le risque de dégénérescence. Donc, la vaccination pour dilatation de bronches sur asthme, selon GINA 2022, on préconise la vaccination antigrippale, l'antipneumococcique, elle n'est pas indiquée. Si c'est une dilatation de bronche sur une autre pathologie sous-jacente, la vaccination est antigrippale et antipneumo, toutes les deux sont indiquées. On y prépare le temps, la dernière question. Courte. Bonjour, ma question concerne la pathologie, les dilatations de bronches chez l'enfant. Est-ce qu'il y a des indications chirurgicales de cette pathologie chez l'enfant? Oui. En effet, il y a des indications chirurgicales. La chirurgie, soit une lobectomie, segmentectomie, bilobectomie est indiquée si la dilatation de bronche est localisée, c'est-à-dire sur un corps étranger, et c'est un corps étranger qui est ancien, on ne peut pas extirper par la bronchoscopie parce qu'il y a l'installation du granulome. Quand on a des hémoptysies qui sont foudroyantes et qu'on n'arrive pas à juguler, quand les exacerbations sont sévères et se sont annoncées par une dyspnée qui est hypoxémiante et l'antibioprophylaxie avec la kiné ne fait pas l'affaire, et quand il y a une hémoptysie localisée et compliquée. C'est un peu ça les indications. Sauf que il faut faire une scintigraphie auparavant, une scintigraphie de ventilation et de perfusion, pour voir les territoires qui ne sont pas perfusés, endommagés. Donc ça va aider à la chirurgie. Sauf qu'il y a un problème de croissance chez l'enfant. Et le fait de réaliser une lobectomie, ça va entraver la croissance et il y a le risque de scoliose. Dernière question. Aux sirops qui contiennent de la folcodine ou bien de la codéine, qui sont malheureusement donnés pour des enfants qui prennent une toux, et parfois ça peut conduire à des catastrophes, des crises d'asthme sévères, voire même qui peut conduire à la réanimation. Donc on voit ces prescriptions de temps en temps qui généralisent même des pédiatres. Merci M. Courant pour cette remarque. Merci à tous les trois orateurs qui ont bien présenté des interventions bien claires. Et on est très en retard. Je vois Madame Professeur Sami en train de lutter, je ne vais pas y comprendre. J'appelle mon ami Dr Rami pour présenter le symposium de Madame Professeur Sami. Vous m'excusez de son retard. D'habitude, je souhaite la bienvenue à nos amis qui viennent de tous les horizons. Et je suis ravi d'avoir à mes côtés la confirmation de l'Afrique
qui se retrouvent et qui continuent à Agadir. Merci à notre ami Kouassi, Dr Kouassi, qui vient de la Côte d'Ivoire. Modérer avec lui la séance de Dr Tabi qui va présenter. Bonjour tout le monde. Merci. J'ai déjà dit un mot parce que ça fait la deuxième fois que je suis modérateur. Donc, je voudrais féliciter encore les organisateurs. J'avoue que pour moi, c'est un succès. Alors, c'est un thème qui va attirer notre attention parce que la sarcoïdose, dans un pays où il y a la tuberculose, c'est des fois difficile. Donc, nous allons écouter sans plus tarder le professeur Keitaki. J'espère que je prononce bien, je m'excuse. Elle va nous donc parler de la sarcoïdose. Merci chers amis, merci pour l'assistance, de rester et de me supporter parce que c'est pas évident à la fin d'une session et surtout avant le déjeuner. Mais je suis très contente d'être parmi vous. Je remercie les organisateurs et je remercie particulièrement mon ami professeur Salhan pour l'invitation. Et je vais parler de la sarcoïdose. Alors pour tous ceux qui ont passé des examens en pneumo, vous donnez cette question, hein, vous n'êtes pas sortis d'affaire. Mais rassurez-vous, c'est juste que le titre n'est pas complet. On va parler de la fibrose de la sarcoïdose, donc rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps. Alors je déclare ne pas avoir de conflit d'intérêt. Donc on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. La sarcoïdose, c'est cette maladie systémique d'origine encore inconnue qui touche plusieurs organes et où l'atteinte pulmonaire représente plus de 90% des patients. Et cette maladie systémique est caractérisée par des granulomes sarcoïdiens qui traduisent une réponse inflammatoire. Et c'est globalement plutôt une maladie bénigne puisque la survie rejoint celle de la population générale, sauf exception bien sûr, sauf quand il y a la fibrose. Quand il y a la fibrose, là la sarcoïdose va devenir grave et potentiellement mortelle et on meurt d'insuffisance respiratoire. D'où la naissance du nouveau concept, de ce nouveau phénotype de la sarcoïdose. C'est la sarcoïdose pulmonaire fibreuse, également appelée fibrose pulmonaire associée à la sarcoïdose, et dont les estimations sont encore peu connues, avec une prévalence très variable de 1 cas pour 5 000 jusqu'à 1 cas sur 20 000, mais là encore il y a forcément des cas sous-diagnostiqués, vu la confusion avec d'autres granulomatoses et en tête la tuberculose. Maintenant, 20% des sarcoïdoses peuvent évoluer vers la fibrose, avec une étendue et un type de fibrose très variable d'un patient à l'autre, c'est-à-dire la traduction génétique de chaque personne. Ça concerne quand même des adultes jeunes, donc actifs, et il y aurait peut-être une prédisposition chez les gens afro-américains, donc nous sommes concernés en tant qu'Africains. Elle existe, mais elle est rare avant 15 ans, et elle existe également chez les personnes de plus de 70 ans, mais elle est aussi rare. Alors quand on est face à une fibrose, le problème c'est de voir est-ce que c'est une fibrose progressive. Et on y pense devant l'aggravation des symptômes et de la fonction respiratoire avec une progression malgré un traitement optimal, et je sous-entends les corticoïdes comme base de traitement. Donc cette notion de PID fibrosante et évolutive et progressive concerne plusieurs maladies, plusieurs PID, à l'instar de ce qui se passe dans la fibrose pulmonaire idiopathique qui, maintenant on le sait tout, est une maladie de très mauvais pronostic, même comparée à certains cancers, et tue beaucoup plus. Eh bien, elle n'est pas la seule sur la liste, il y a d'autres étiologies de PID qui peuvent également évoluer vers la fibrose et qui peuvent mimer l'évolution de la fibrose pulmonaire idiopathique, bien sûr avec moins d'agressivité, mais ce sont des malades qui ont une morbimortalité importante. Et parmi ces patients, on trouve la sarcoïdose. Et justement, d'après une étude faite auprès de 486 médecins qui suivent les PID, eh bien, il y a 18 à 32% de malades qui ont des PID fibrosantes et qui ne sont pas des FPI. Et parmi lesquels on trouve la sarcoïdose et qui représente 20%. Donc ce qui n'est pas rien. Bon, PID progressive, c'est quoi concrètement? Aggravation, d'accord, au bout de combien de temps, sur quels critères? Eh bien, il faut qu'il y ait une diminution de la capacité vitale forcée d'au moins 5%, ou la diminution de la DLCO d'au moins 15%, ou une majoration des symptômes respiratoires, ou l'extension des lésions de fibrose sur le scanner en haute résolution. Alors, quand on voit tout ça, c'est que la donne va changer et que la mortalité va être plus importante. On a dit tout à l'heure, la survie est égale à celle de la population générale.
Mais quand on est à ce stade-là, c'est-à-dire la fibrose et en plus la progression, eh bien c'est que la mortalité est importante. Donc traiter, il le faut, d'accord? Pourquoi et comment, c'est les questions qu'on va se poser. C'est surtout pour réduire la morbidité et la mortalité et améliorer la qualité de vie. La sarcoïdose est une maladie qu'on pense connaître, et puis on est déçu quand on cherche un petit peu les recommandations qui sont assez anciennes et puis qui ont été mises à jour récemment. Donc tout le monde a été content de découvrir les recommandations de 2020 publiées en 2021 et qu'on a déjà discuté pour les gens qui ont assisté aux journées des pneumologues de Fessentunas avec mon ami professeur Amal. Donc quand on revient sur cette sarcoïdose, bien qu'on commence à connaître un peu ce qui se passe, on n'identifie toujours pas la cause. Mais toujours est-il, il y a une stimulation antigénique qui va entraîner une réaction immunitaire excessive et une inflammation qui va être persistante et non contrôlée. Et certains patients, en fait, ils vont échapper, ils vont aller vers la fibrose et c'est génétique. Alors rappelons que la durée d'évolution longue s'associe à un risque élevé de fibrose, d'où l'intérêt de diagnostiquer tôt et de traiter correctement. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Eh bien, nous avons une stimulation. Donc, on stimule les macrophages, après on va stimuler les lymphocytes, et puis les polynucléaires. Et au fait, cette stimulation, c'est ce qui va entraîner à la fin la formation de granulome. Ça devrait s'arrêter là. Et on peut avoir une résolution soit spontanée, soit sous l'effet de certaines médications immunosuppressives comme les corticoïdes. Mais chez certains patients, on va passer à la partie sur votre droite. Ça veut dire que les cellules, surtout les macrophages et lymphocytes, vont continuer à sécréter des médiateurs qui seront profibrotiques. Et parmi lesquels il y a des interleukines, mais aussi le TGF-bêta, il y a aussi le TNF. Et donc qu'est-ce qu'on a? On aura une stimulation des fibroblastes insuffisante. Et c'est ce qui va aboutir aux poumons fibrotiques, rétractés, détruits, avec altération des échanges gazeux. Et on l'a dit tout à l'heure, l'insuffisance respiratoire, c'est la principale cause de mortalité. Donc, rappelons cependant que la fibrose n'est pas forcément l'aboutissement d'une inflammation aiguë, d'une maladie initiale. C'est-à-dire que si on a une PID, le patient n'évoluera pas forcément à la fibrose. Mais tout dépend de la réponse inflammatoire qu'on aura, et particulièrement de la réponse cytokinique initiale, qui fera que les macrophages vont opter à sécréter beaucoup de TNF-alpha et peu de TGF-bêta. Sachant que le TNF-alpha va promouvoir l'inflammation, alors que le TGF-bêta qui veut la freiner ne pourra plus s'exprimer. Deuxièmement, les lymphocytes T. Pour les lymphocytes T régulateurs, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, ça va vous rappeler le cancer bronchique, d'où l'agressivité de cette fibrose progressive, puisqu'on aura une régulation positive de la mort programmée, les PD-1. Et on aura donc peu de lymphocytes T viables et donc un défaut d'élimination de l'antigène. Et on s'est même posé la question, est-ce que les inhibiteurs des PD1 ou PD1 peuvent être une cible thérapeutique? Les lymphocytes T régulateurs, eh bien, ils vont en général freiner la réponse immunitaire, donc ils vont avoir une expression plus importante dans certaines formes bénignes comme le Lofgren, mais ils peuvent aussi, par prédisposition génétique, stimuler un médiateur inflammatoire qui va majorer l'inflammation, qui est extracellulaire, et puis également le MRP14 qui va stimuler à travers les récepteurs kinases les fibroblastes et le collagène, et tout ceci nous rappelle ce qui se passe dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Et c'est là où on va se poser la question pour freiner la progression de la fibrose. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser les antifibrosants, et particulièrement la pyrphénidone, qui agit via les récepteurs tyrosine kinase? Donc au total, qu'est-ce qu'on trouve sur le plan anatomopathologique? Eh bien, beaucoup de similitudes, mais aussi des différences avec la fibrose pulmonaire idiopathique, et quelques ressemblances avec la pneumopathie d'hypersensibilité, qui a un fort pouvoir fibrosant par ailleurs. Alors, cliniquement, donc revenons aux patients. Le diagnostic se pose au bout de quelques mois. Il faut quelques 11 mois pour avoir de la fibrose et on survit 45 mois avant le décès. Donc, vous voyez qu'il y a un raccourcissement de la survie de ces patients. Le symptôme le plus important reste la dyspnée, auquel il faut être très attentif et qu'il faut bien sûr surveiller. Donc, on va se poser quelques questions. Est-ce que la clinique peut prédire l'évolution? Eh bien non, parce qu'il n'y a pas assez d'arguments de spécificité, de sensibilité, mais ça devrait en tout cas imposer une exploration radiologique et fonctionnelle. L'imagerie, on connaît tous les stades de Skadin qui remontent quand même à 1967 avec les différents stades et qui persistent encore à ce jour.
Et puis, à le stade de fibrose, où vous voyez ces remaniements avec ces masses fibrotiques importantes dans les régions moyennes et supérieures, donc très évocateur de la fibrose de la sarcoïdose. Mais la radio reste insuffisante et ce n'est que le scanner qui est plus sensible et qui va montrer de véritables lésions d'évolution vers la fibrose. Cependant, je souligne que le scanner ne va pas modifier les stades radiologiques, on reste sur la radio standard. Et puis les signes de fibrose par assimilation à la FPI, on va surtout rechercher, en plus des réticulations, les bronchectasies ou les bronchiolectasies, puisqu'on est en distalité, et le rayon de miel, qui va encore prédominer dans les régions postérieures, mais dans la sarcoïdose plutôt dans les régions supérieures. Donc là, c'est une sarcoïdose où il n'y a pas encore de fibrose, mais on reconnaît là la distribution, voilà, péribronchovasculaire avec l'aspect de scissure perlée, la teinte que vous voyez, on est un peu plus haut dans le poumon. Et puis ce qui nous intéresse dans la fibrose, c'est l'apparition des bronchiolectasies et puis du rayon de miel. Et dans cette destruction parenchymateuse, il y a toujours le risque de greffe aspergillaire auquel il faut penser. Donc l'imagerie, qu'est-ce qu'elle peut dire pour l'évolution? Quand il y a des lésions typiques, donc notamment les nodules avec ces distributions lymphatiques, c'est de meilleurs pronostics. Quand il y a des bronchectasies et le rayon de miel, c'est un profil d'évolution similaire à celui de la FPI, mais les études sont encore insuffisantes et ce n'est que le scanner qui est recommandé pour le diagnostic, mais aussi pour l'aggravation vers la fibrose, comme ce patient où vous voyez l'aggravation des bronchectasies et du rayon de miel. Alors toujours dans l'imagerie, la TEP. La TEP est un examen qui peut être intéressant et qui est recommandé d'ailleurs dans les stades 4 pour voir un peu l'évolution. Et surtout, il va marquer l'inflammation. Donc plus la tête fixe et plus le SUV est important, c'est qu'il y a encore des lésions jeunes et qui vont être corticosensibles. Moins il fixera, plus c'est corrélé avec la fibrose, notamment aux données, aux changements scanographiques et fonctionnels. Et si on a une bonne fixation de l'inflammation, c'est que le patient va bien répondre aux thérapies qu'on va lui proposer, avec toujours en tête pour le moment la corticothérapie. Et vous allez dire, quand il y a de la fibrose, est-ce qu'elle a encore une place? Maintenant, le problème, c'est qu'on a, moi je dirais, surtout le coût. La disponibilité, bien sûr, mais surtout le coût. Alors, pour le diagnostic positif, l'endoscopie est un examen important. Je dirais pour la fibrose, c'est surtout la présence de neutrophiles qui est prédictive d'évolution vers la fibrose. Et au final, je ne vous apprends rien. Vous allez faire tout un bilan pour retenir la sarcoïdose, puisque le diagnostic sera retenu sur une présentation radioclinique évocatrice, la mise en évidence du granulome comme lésion de base, et surtout éliminer les autres granulomatoses. Maintenant, au final, quel paramètre peut prédire de l'évolution? La dyspnée, oui, mais avec peu de sensibilité, devrait imposer plutôt une imagerie. Pour le moment, c'est le scanner haute résolution, les explorations avec deux paramètres importants, la CVF et la DSCO, auxquels on peut associer le test de marche de 6 minutes, avec une altération qui dépasse les 10%, ou alors 5 à 10% avec une corrélation aux autres données, surtout cliniques et radiologiques. Maintenant, les paramètres, voilà, on a dit l'altération des signes cliniques, de la qualité de vie, des paramètres fonctionnels radiologiques. Mais le jugement, bien sûr, revient toujours au clinicien. C'est lui qui va décider, mais pas à lui seul, puisqu'il est recommandé que ça passe par une concertation pluridisciplinaire. Très bien, on a une sarcoïdose, c'est de la fibrose et c'est évolutif. Que proposer? D'abord, rappelons toujours à nous et aux patients également qu'il n'y a pas de traitement curatif spécifique. On ne traite pas la cause, donc ce n'est pas un traitement définitif. Donc on ne peut pas parler de guérison, plutôt de rémission. Mais on vise à supprimer les symptômes, à empêcher l'installation, l'aggravation de la fibrose et surtout en cas de fibrose, réduire la morbimortalité. Quand est-ce qu'il faut traiter? Ici, ce qui me concerne aujourd'hui, c'est le stade 4. Mais quand il y a de la fibrose, on sait très bien que la corticothérapie va être moins efficace. Cependant, le traitement dont on dispose aujourd'hui, c'est bien en tête les corticoïdes, c'est le principal traitement globalement de la sarcoïdose. On recommande des doses, des petites doses, et on raccourcit les durées. Et d'ailleurs, dans les dernières recommandations de 2021, on recommande quand il y a un risque de mortalité ou d'invalidité respiratoire, donc de donner les corticoïdes. On rappelle que les corticoïdes sont bénéfiques sur les symptômes et la fonction respiratoire, mais pas d'impact direct sur la mortalité. Donc, faut-il prolonger les durées de traitement? On s'est rendu compte que ça ne sert à rien de dépasser les 0,5, c'est le même effet. Donc, on peut s'arrêter à 0,5 mg par kilo.
Quand est-ce qu'on va rajouter les immunosuppresseurs? Eh bien, les recommandations, elles disent que quand ce n'est plus efficace, on peut suggérer l'ajout notamment du méthotrexate et aussi dans le but de faire l'épargne cortisonique. Il y a plusieurs médicaments qui ont été proposés, mais aucun n'a percé. Je dirais à défaut de l'infliximab qui est maintenant indiqué en cas d'échec du traitement corticoïde et immunosuppresseur pour des indications très précises. Donc voici les dernières recommandations de 2021. Juste pour attirer votre attention que ce qui est vert, c'est ce qui est le plus recommandé et ce sont uniquement les corticoïdes pour le moment. Maintenant, quand il y a la fibrose, quand on donne les corticoïdes, on vise les lésions jeunes. Mais quand il y a de la fibrose, qu'est-ce qu'on peut donner? D'où la question, quelle est la place des antifibrosins? D'abord, quel antifibrotique? Il faut savoir qu'aucune recommandation n'a été émise dans ce sens et que plusieurs produits sont utilisés hors AMM. Et dans les dernières recommandations de 2021, eh bien, on a encouragé la piste des antifibrotiques et on a dit qu'il faut prolonger les recherches dans ce sens. Et il y a une seule molécule qui a réussi à prouver son efficacité et qui a l'AMM. Alors pourquoi elle a eu l'AMM? Parce qu'on va revenir encore sur la physiopathie. Donc on a dit qu'il y a eu stimulation antigénique, réaction épithéliale et vasculaire, migration des fibroblastes, formation de matrices extracellulaires, recrutement des leucocytes et des autres cellules avec chémotactisme pour maintenir la chronicité, ce qui va aboutir à une réparation anarchique qui ne va pas réparer toute la destruction qu'on a. Eh bien le nintédanib agit sur toutes ces cibles-là, notamment par les récepteurs tyrosine kinase. Donc il va agir sur plusieurs cascades éthiopathogéniques qu'on a vu jusque-là et va donc bloquer au moins l'aggravation de la fibrose. Et ceci a été prouvé via l'étude InBuild. C'est une étude qui a eu quand même le mérite de dépasser les 52 semaines et qui reste encore ouverte. 52 semaines, c'est quand même plus de 4 ans. Donc on a quand même des résultats assez probants. Ça concerne les adultes qui ont une fibrose progressive hors fibrose pulmonaire idiopathique et donc avec les critères de progression qu'on a vus tout à l'heure. Et bien sûr, on a écarté toutes les personnes qui ne rentrent pas dans cette catégorie. Les personnes qui ont quand même une atteinte hépatique ou un risque hémorragique qui pourrait donc avoir des effets secondaires majeurs. Et les patients avec hypertension pulmonaire parce que c'est une population à part. Et on a inclus toutes les fibroses pulmonaires idiopathiques hors FPI. Et la sarcoïdose est là, mais elle est dans autre parce qu'ils n'ont pas autant de sarcoïdose que nous, on a dans notre pays. Donc on mérite d'avoir une attention particulière à la fibrose de la sarcoïdose. Je pense qu'on a matière à étudier toutes les thérapies possibles. Et on a étudié les scores cliniques, mais surtout la détérioration fonctionnelle respiratoire. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien on a eu comme pour la fibrose pulmonaire idiopathique, je ne sais pas si vous voyez la flèche, regardez en bleu foncé ici, c'est les patients sous nintédanib. Vous voyez que la chute de la CVF elle est beaucoup moindre que les gens traités par placebo. Et pareil, ici, vous avez les patients qui ont une fibrose progressive non UIP, donc qui n'ont pas un pattern de fibrose pulmonaire idiopathique, et le gain, il est très parlant, donc d'où l'intérêt de donner des antifibrosants. Pareil, on a vu le délai à la prochaine exacerbation, et on sait qu'à chaque exacerbation, on aura une aggravation des phénomènes qu'on a vus tout à l'heure, et donc de la destruction qui va être majorée. Et là aussi, c'est parlant, puisqu'on voit que le nintédanib donne une meilleure, il retarde le plus possible les exacerbations. Alors, ce sont des chiffres, ce sont des délais, mais qu'en est-il de la clinique? Eh bien, il y a eu le questionnaire K-Build, donc qui a montré qu'on est dans la positivité chez les patients qui sont sous nintédanib versus placebo. Donc, on a un gain qui est très parlant. Et ce qui nous intéresse le plus, eh bien, c'est le décès. Et là encore, le diagramme, le schéma est très parlant. On a une meilleure survie avec le nintédanib versus le placebo, ce qui est très intéressant en matière de sarcoïdose. Maintenant, de l'InBuild à la vraie vie, il faut que ça passe par une concertation pluridisciplinaire. Il faut qu'on ait quand même un diagnostic certain, ou du moins retenu à l'unanimité par la RCP. On va voir quelle est l'ancienneté d'évolution de la maladie, parce que c'est un facteur qui favorisera la fibrose, on l'a dit tout à l'heure. On verra le retentissement scanographique, mais surtout fonctionnel respiratoire. Et on va voir s'il y a d'autres localisations à risque vitalo-fonctionnel majeur. Et la question qui se posera toujours, si le patient est déjà sous corticoïdes, faut-il les maintenir ou pas? Ce sera donc une décision au cas par cas.
Le suivi, il n'y a rien de standardisé, ça va être tous les 3 à 6 mois, mais puis après on va l'adapter aux patients. On va se baser sur la clinique, l'EFR et le scanner, mais on peut espacer les scanners parce que les changements ils ne sont pas très rapprochés. On peut alterner avec la radiographie thoracique, bien qu'elle manque de sensibilité, si la clinique ou les explorations de fonction respiratoire renseignent sur une aggravation majeure. Les possibilités de rechute sont toujours là, il nous faut un recul de 3 ans pour dire qu'on est vraiment en rémission. Alors le pronostic, on voit déjà que le stade 4 est d'un mauvais pronostic, maintenant on le comprend mieux, surtout après l'étude INBUILD. Donc en conclusion, la sarcoïdose est une maladie bénigne, mais quand il y a la fibrose, la mortalité, elle est là, donc il faut la prendre en charge correctement. Il faut considérer les thérapies immunosuppressives avec en tête les glucocorticoïdes, mais quand il y a de la fibrose, il faut concevoir des nouvelles cibles thérapeutiques, et la molécule qui a aujourd'hui l'AMM est bien le nintédanib, et la décision dans tous les cas ne passera pas par une personne, passera toujours par une décision collégiale. Donc je vais vous remercier, je vais profiter de ma présence ici pour vous dire j'ai encore un petit mot qui me tient à cœur. Aujourd'hui c'est la fête de l'indépendance, on est fiers d'être marocains. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, on souhaite bon courage à nos joueurs, mais surtout je suis contente de voir que la carte du Maroc est complète sur la carte de la FIFA. Merci pour cette très belle présentation et je pense que nous avons été suffisamment enseignés ce matin. Alors on va poser des questions. Il ne faut pas attendre le stade 4 pour traiter cette pathologie. Il faut tout faire pour ne pas y arriver. Merci. Alors, est-ce que je peux poser une question si vous permettez? Et j'ai une question qui me tient toujours à cœur. Vu la discordance clinique radiologique et fonctionnelle, parfois la sarcoïdose est découverte déjà au stade 4, au type 4, parce qu'on est entre stade et type. Est-ce qu'on passe par la phase corticothérapie avant de penser au nintédanib ou on passe directement au nintédanib? Merci. Alors, oui, je te remercie pour la question parce qu'elle est très pertinente. En fait, la discordance clinique avec l'imagerie et les EFR, c'est en faveur de la sarcoïdose effectivement, mais uniquement dans les stades précoces. Au stade 4, vous avez le malade dyspnéique, voilà, qui s'altère, qui a une altération de la qualité de vie. Alors pour le moment, c'est un traitement de deuxième intention. Pour le moment, les recommandations, c'est de passer d'abord par les corticoïdes. Et puis d'associer les immunosuppresseurs, et puis après, quand ça ne marche pas, considérer les antifibrotiques, surtout s'il y a beaucoup de fibrose. Parce qu'on sait tous que si on n'a pas quelques lésions nodulaires, un peu de, voilà, des lésions florides encore inflammatoires, les corticoïdes n'auront pas d'effet. Donc on n'a que les effets secondaires et puis on n'a pas de gain. Donc il faut vite prendre la décision de passer vers les antifibroses. Alors maintenant, l'étude INBUILD va changer quelque chose parce qu'elle est récente, et les dernières recommandations de 2021, à peine ils ont encouragé les antifibrosants à continuer leurs études. Mais dans le diagramme des molécules proposées, il n'y avait pas encore les antifibrosants, mais je suis sûre que prochainement, ils vont y figurer. Et probablement en première intention, s'il n'y a que de la fibrose pure et dure. Pourquoi? Pour la freiner. Parce que plus on tarde, plus la fibrose elle va s'accentuer. On va faire comme pour la FPI. Bien sûr, ce n'est pas du tout le même pronostic, mais c'est un pronostic assez grave pour une sarcoïdose. Merci beaucoup. Et pour dire exactement, le message aussi, c'est de ne pas continuer à donner des corticoïdes de trop longtemps. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hein, il ne faut pas qu'on continue à donner des fortes doses trop longtemps. Maintenant, ma question est simple. Et je voudrais avoir ton ressenti par rapport à cette étude INBUILD qui, au départ, n'est pas faite pour les PID de la sarcoïdose, ni de toutes les autres PID. Finalement, c'est une analyse, ils ont resuivi les patients. Mais quand on lit l'étude, je pense qu'elle n'est pas suffisamment forte, statistiquement parlant, sur le design de l'étude pour avoir cette conclusion aussi rapide. Que penses-tu de cela? Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous précipiter comme ça vers finalement mettre toutes les PID fibrosantes, progressives dans le même panier, malgré des différences que tu as très très bien soulignées? Et puis, puisque tu viens de faire la revue de la littérature, est-ce qu'il y a aujourd'hui des études en cours spécifiques à la sarcoïdose? Je ne pense pas, mais peut-être qu'il y en a. Stade 4, qui vont tester le nintédanib versus les autres thérapeutiques. Merci. Tout à fait. Alors, dur comme fer que nous, on a assez de cas pour faire des études éventuellement, mais bon, on a quand même les problématiques à côté pour lancer ces études.
mais on a quand même beaucoup de sarcoïdose, alors que dans ces pays-là où l'étude multicentrique a été faite, il n'y a pas autant de sarcoïdose. Alors quand j'ai regardé les fibroses non UIP, donc les hors FPI, ils ont beaucoup étudié la sclérodermie. Alors à défaut de travailler avec un service de dermato juste à côté, combien on voit de sclérodermie? Par contre, à côté de cela, on a beaucoup de sarcoïdose et de fibrose qui nous posent problème dans la sarcoïdose. Maintenant, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de publications, pas assez d'études, que ce soit au niveau de l'éthiopathogénie ou au niveau clinique et médicamenteux. Donc, on ne peut pas dire pour la sarcoïdose spécifiquement ce qu'il en est d'une antédanie. Par contre, on l'a mis dans un pool, et j'ai tenu à vous montrer là le tableau qui montre qu'elle est dans autre, même dans le pool des patients non UIP, elle est dans autre, elle n'est pas identifiée comme la PHS, la sclérodermie, etc. Donc, mais il faut, à mon avis, qu'elle ressorte. D'ailleurs, c'est une étude ouverte. J'espère qu'eux, ils auront aussi des sous-études pour la sarcoïdose. Et puis, ma foi, nous, pour le moment, on a l'AMM, donc on peut traiter et voir, mais ce n'est pas quelque chose qui est une recommandation spécifique de la sarcoïdose. Mais il fallait quand même parler du sujet parce qu'on a matière, on a beaucoup de sarcoïdose comparé aux autres étiologies. Voilà. Merci. Est-ce qu'on doit oublier l'endoxan? Parce qu'à un moment donné, on prescrivait quand même l'endoxan. Deuxième question. Comment confirmer l'atteinte cardiaque? Est-ce qu'on fait une IRM cardiaque ou une scintigraphie radium ou les deux? Parce qu'il y a des centres qui font les deux. Est-ce que l'atteinte cardiaque peut donc indiquer le tafimidone? Voilà, merci. Alors, d'accord, qui disent que quand ça ne marche pas avec les corticoïdes, qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, l'immunosuppresseur à ajouter reste le méthotrexate. Mais voilà, les autres immunosuppresseurs ressortent. Et il y a aussi le MMF qui est une molécule intéressante avec peu d'effets secondaires contrairement aux autres immunosuppresseurs. Donc ça peut être discuté en cas de contre-indication, voilà, de limite à utiliser le méthotrexate. Mais c'est le méthotrexate qui est recommandé en première intention parmi tous les immunosuppresseurs. Après, pour la deuxième question, je ne suis pas cardiologue, mais ce que je peux dire c'est que la TEP a supplanté la scintille. Donc on peut enlever la scintille, c'est moins irradiant, plus performant. Donc si on peut faire une TEP, ce serait mieux, d'accord ? Deuxièmement, pour l'IRM, le problème de l'IRM, c'est qu'il faut un bon radiologue qui sache l'interpréter. Par exemple, j'ai nos amis radiologues, il y en a pas mal qui me disent « je ne sais pas interpréter l'IRM cardiaque », ce qui est quand même, c'est à leur mérite. Et il y a eu des gens qui m'étaient faire des formations spécifiques pour interpréter l'IRM cardiaque, parce que ce n'est pas un examen simple à interpréter. Voilà. Donc après, l'IRM est un très bon examen pour étudier le muscle cardiaque en général, et y compris dans la sarcoïdose. Après, la place de la nintédanib, non, il n'y a pas de place pour le moment, d'accord, sauf si elle est associée à la fibrose pulmonaire idiopathique progressive avec les critères qu'on a dit tout à l'heure. Une question à gauche, là, s'il vous plaît. Une question sur le réel. J'ai un malade qui a la sarcoïdose, la pneumoconiose. Donc là, à la fois, c'est été mis sous traitement 5 ans sur corticothérapie. En même temps, est-ce que le profil évolutif de la sarcoïdose va être indépendant de la pneumoconiose ou les deux vont s'associer pour expliquer cette aggravation et l'indication du traitement antifibrosant dans les deux situations? Alors en fait c'est très délicat parce que quand on retient le diagnostic de sarcoïdose, il faut écarter les autres granulomatoses et parmi lesquelles certaines pneumoconioses. Je ne sais pas de laquelle il s'agit, mais si c'est quelqu'un qui génétiquement était prédisposé à faire de la sarcoïdose et qu'il y avait un travail qui l'expose à faire une silicose ou autre, donc il a eu la malchance de faire les deux. Donc déjà il faut faire la part des choses, est-ce que c'est une association fortuite ou est-ce que c'est une maladie, on n'arrive pas à retenir l'une ou l'autre parce que c'est toutes les deux des granulomatoses. D'accord. Donc sur d'autres sites et tout, voilà, donc il y a aussi... Donc après sur le plan pulmonaire, effectivement, il faut répondre à cette question. Alors comme l'a dit tout à l'heure mon ami professeur Salage, quand les corticoïdes ne marchent pas, il faut savoir lever la main. Donc déjà, on a recommandé des doses plus faibles. Au début, on était sur du 1 mg kg jour. Après, on a dit allez 0,75, après 0,5. Donc là, on est à 0,5. Et surtout, on raccourcit aussi la durée. On était sur des durées qui pouvaient aller à 2 ans. Hein. Après, chacun faisait aussi ce qu'il voulait. Parce qu'il n'y a pas de recommandations très très claires. Donc il faut commencer la dégression et puis juger. S'il n'y a pas d'effet bénéfique, et si au scanner vous avez trop de fibroses sur lesquelles les corticoïdes ne vont pas agir, et puis surtout si vous avez beaucoup d'effets secondaires, là je pense qu'il faut arrêter et que l'évolution spontanée sous corticoïdes sera la même. Et combien de fois on a des régressions sous corticoïdes et on se dit la question, si on avait laissé l'évolution spontanée, peut-être qu'il aurait évolué de la même manière, parce qu'il y a des régressions aussi spontanées. Donc là, il faut aller sur les médications de deuxième intention,
en fonction bien sûr de l'atteinte. Je ne sais pas s'il est fibrotique ou pas ce patient. Donc il faut aller sur associer un immunosuppresseur et discuter le nintédanib peut-être. Peut-être discuter s'il y a de la fibrose et qu'il n'y a pas de lésion jeune, peut-être passer au nintédanib. Merci Madame Stabile. On freine l'évolution par rapport à la maladie sur le plan pulmonaire. Très bonne question parce qu'il faut se rendre à l'évidence. Ce qui est fibrotique, c'est de la destruction irréversible, mais on freine l'évolution et on préserve les espaces d'échange gazeux restants. D'accord? Donc on fera aussi une amélioration de la fonction respiratoire, peut-être de la clinique, mais ce qui est détruit effectivement. Tout à fait. Donc c'est immédiat. Je voudrais remercier Madame Stabile pour le précieux travail fait sur les pathologies fibreuses. Je remercie pour le travail précieux que tu fais sur les pathologies fibrosantes et Dieu sait si on a besoin et s'il est utile. Ma question est quelle est ton attitude par rapport malheureusement aux trop nombreux cas avancés qui arrivent chez nous de fibrose, dans lesquels il n'y a pas de lésion évolutive évidente. Est-ce que quand tu suspectes des sarcoïdoses, par exemple, est-ce que tu fais quand même jusqu'au bout, tu vas essayer de faire des biopsies? Est-ce que pour la corticothérapie également, est-ce que tu essaies des corticothérapies ou bien est-ce que c'est au cas par cas et c'est à discuter comment est-ce que... Tout à fait. En fait, on est un peu gêné quand c'est pas un tableau très typique, on est un peu gêné aussi limité. Alors, il faut bien sûr porter le diagnostic de sarcoïdose. On a dit que c'est des sarcoïdoses confirmées. Et après, quand c'est des cas vraiment très très avancés, ça va être discuté au cas par cas, forcément. Donc, ce que je propose, c'est de faire avec les moyens qu'on a, parce qu'on n'a pas le nintédanib dans tous les hôpitaux. Les patients ne peuvent pas tous l'acheter, à défaut de faire un dossier. Maintenant, ça devient de plus en plus accessible grâce au dossier et au remboursement. Mais ce qu'on peut faire, c'est corticoïdes, associer les immunosuppresseurs, considérer l'infliximab qui est en principe disponible dans la plupart des hôpitaux. Et surtout qu'on va référer ces cas-là. Donc ils vont être discutés pour qu'ils puissent bénéficier de ces thérapies-là. Et puis dans la plupart des CHU, discuter le nintédanib, ce qu'on fait. D'ailleurs, on a recruté quelques cas de sarcoïdose avec une fibrose progressive qu'on vient de mettre sous traitement antifibrosant et on est en train d'attendre l'évolution de ces patients-là. Donc c'est une nouvelle AMM qui nous donne une nouvelle carte à jouer. Mais il ne faut pas oublier que c'est un médicament qui a aussi des effets secondaires. Quand on est limité par les effets secondaires, mais c'est très très rare. Souvent l'adaptation de la posologie fait qu'on arrive à finir le traitement. Et on va gérer au cas par cas encore une fois. Si on a une réponse, tant mieux. Si on n'a pas de réponse, comme je l'ai dit, j'ai tenu à l'écrire, ça revient toujours au jugement du clinicien. C'est le clinicien qui est maître de la situation, bien sûr, toujours en concertation avec le patient qui doit comprendre ce qu'on est en train de faire. Voilà, comme a dit notre ami tout à l'heure, Dr Maroufi, un antifibrosant ne va pas réparer ce qui est détruit, mais va préserver le reste, qui a des effets secondaires, et voilà. Et donc comme ça, le patient a une prise en charge active, lui aussi, de sa maladie. Merci, professeur. Juste un dernier mot, une proposition en matière de pléopathie infiltrative diffuse, en matière de pléopathie infiltrative fibrosante. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de créer une plateforme nationale de discussion des cas pour faciliter la prise de décision, puisque c'est difficile, on ne peut pas laisser les patients comme ça, si facilement que ça au CHU. Essayer de tous ensemble de créer une plateforme nationale pour discuter ces cas-là. C'est une très bonne idée. Alors sachez que dans tous les CHU, il y a des RCP locales. Pour les gens qui veulent assister à la RCP de Casa, c'est en distanciel, c'est par visio. Donc si vous avez aussi des cas à étudier, il y a avec un grand plaisir. Et pourquoi pas, voilà, travailler ensemble, c'est une très bonne proposition et on n'est que demandeur de réunir tous les efforts à travers le royaume. Bon, voilà, merci. Merci. Il est d'usage de revenir pour le remerciement, bien sûr. Je commence par le professeur Tabi et tous les prédécesseurs qui ont été très brillants ce matin. Mes remerciements et félicitations vont de même aux organisateurs parce que c'est très important de nous retrouver à Agadir. Et sincèrement, c'est louable de la part de toute la présence. Un grand merci au laboratoire Boehringer qui nous a permis de nous retrouver pour ce sujet qui est très passionnant. Et je leur dis encore à Madame Tabi, le sujet doit continuer d'évoluer. On aura des nouvelles la prochaine fois. Et bon appétit, merci beaucoup.
l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire faire des thoracoscopies, c'est surtout ça faire. Là, j'ai de la documentation step by step, thoracoscopie, tout ce qui est théorique, vous allez l'avoir après. Je pense que pour la plupart des gestes, vous les connaissez parce que c'est un petit peu la même chose que vous faites généralement pour poser un drain thoracique, pour donc accéder à la cavité pleurale, sauf au lieu de mettre un drain, on va mettre un optique. Donc un optique, ça c'est un optique de zéro, ça veut dire qu'il y a un gâteau dessus, et à l'intérieur il y a un orifice par lequel on va pouvoir aspirer le liquide, faire des biopsies et on va tuer le mental. D'accord, si jamais c'est manifestement tumoral. Ok, donc notre patient il est anesthésié, il est intubé, ventilé, donc on a une colonne de thoracoscopie. Je pense que vous êtes familier à ça aussi. Hein, c'est pas mal plus simple, je dirais, qu'une bronchoscopie. Alors si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez vous lancer dans la thoracoscopie médicale, il faut avoir de bonnes relations avec les thoraciques qui sont à côté de vous, parce que des fois il y a des complications et là on a besoin d'avoir un thoracique à côté. Il faut super bien sélectionner les patients. Vraiment les patients qui ont un gros épanchement pleural, ne pas commencer avec des petits épanchements pleuraux et surtout demander un scanner avant. Comme ça vous évitez les patients qui ont des adhérences ou des brides. D'accord. Alors il y a certains qui font de l'échographie pour localiser le site ou inciser. D'autres font de la fluoroscopie, donc de la radiologie pour voir vraiment si on a un épanchement pleural. Et puis voilà, donc on va commencer. Donc moi je vais inciser, je vais introduire, après je vous donne la main. Et voilà. Le but c'est aller explorer toute la cavité pleurale, aspirer le liquide si on a, mais si on n'a pas, on va rajouter. La grande indication c'est les pleurésies et surtout, donc, quand vous êtes devant une thoracoscopie diagnostique, on a un épanchement, on a fait des fonctions pleurales, fonctions biopsiques, pardon, il n'y a pas de résultat, donc on va faire. Donc généralement on va aller chercher une tuberculose dans le contexte, ou alors une méta, ou alors un primitif, un mésothélia. Alors, des fois, si vous êtes face à une pleurésie purulente, stade 1, voire stade 2, là, si vous êtes devant du pu et qu'il y a des zones d'adhérence, moi je vous conseillerais de rajouter un autre avec vous. Mais surtout d'enlever les adhérences, comment vous déloculisez les petites collections. Et là, on pourra faire le deuxième. Mais sinon, c'est un seul orifice. Alors, si vous n'avez pas de matériel dédié, nous ce qu'on fait à l'hôpital, parce qu'on n'a pas, voilà, c'est le matériel de cellule. Alors ce qu'on fait, je vais vous montrer, d'ailleurs sur l'autre cochon de Shabbat, il y aura le matériel de base, celui qu'on utilise régulièrement en hôpital ou en pratique libérale, ce que vous allez sur notre eau. Très bien. Ok, on commence. Vous savez, on fait 3 orifices généralement. Minimum de pulmonaire pour faire la résection, pour faire des agrafeuses pour agrafer. Et après on peut faire aussi la pleurectomie. Et du coup on met l'optique et le canal opérateur. Sauf que nos optiques pour la chirurgie thoracique, pour faire de l'île, alors que votre poumon n'est pas collé, le poumon va s'affaisser. Thoracoscopie médicale, ça se fait sous anesthésie locale. Donc généralement vous ouvrez, il y a de l'air qui rentre, le poumon va se décoller et avec votre optique vous allez pouvoir voir toute la cavité pleurale. Et dans le même temps, exactement, c'est un peu comme de la vigie. Et là vous allez viser les endroits et vous allez pouvoir faire Alors pour l'incision, vous pouvez soit mettre votre incision sur la ligne axillaire moyenne entre le mamelon et la pointe de l'omoplate. Le patient il est en décubitus latéral, le bras levé, d'accord. Et c'est là où vous allez. Vous pouvez, si vous avez l'habitude de faire de l'écho, donc vous allez faire de l'écho et vous allez aller directement à l'endroit où il y a des penchants. De l'omoplate et au mamelon, d'accord. Alors, chose importante, parce que le risque c'est d'aller blesser le parenchyme pulmonaire. Donc, avec une pince. Ça va, tout le monde arrive? Plus important.
désolé, droit si le poumon n'est pas adhérent. Parce que le risque, c'est d'introduire votre trocar et aller en bronchite. D'accord, c'est le toucher pulmonaire. Alors généralement, ça vous pouvez le faire pour des drainages thoraciques, nous on le fait. On le fait avant de poser un drain thoracique, mais essentiellement c'est des malades qui sont sédatifs. C'est le malade conscient, moi il m'est arrivé une fois de mettre mon doigt et le patient il se réveille et il ferme ses côtes sur mon doigt, c'est très très bon. Parce qu'à la limite, on traite sur des roquets, moi je le fais plus depuis ce jour-là. Mais voilà, donc, mais chez un malade, il y a de préférence de le faire sous sédation. Le patient il est détendu, vous allez pouvoir le faire facilement. Kayline d'abord de la chirurgie, résection pulmonaire, est-ce qu'elle doit aussi en sédation, voilà, sous anesthésie. C'est bon? Et là je vais prendre mon trocard, c'est un peu. Alors, madame, comme tout geste, il faut que votre patient soit bien anesthésié. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à dire sur le cas. Il faut vraiment mettre le paquet sur l'anesthésie locale et idéalement que le patient soit sédatif. Bonne sédation, là, vous allez travailler en toute sécurité, il n'y a pas de souci. Alors vous pouvez insuffler, il y en a qui insufflent, c'est-à-dire qu'ils vont mettre du CO2. Je pense que vous avez déjà travaillé avec les optiques, non? La bronchoscopie rigide, c'est exactement la même. Alors c'est notre équipe de chirurgie thoracique, docteur Maxime Flot, docteur Fatim Zahra Amour et moi-même, avec notre résident de chirurgie thoracique. Donc, la mise au point, alors généralement ce qu'on fait, comme vous êtes OK, et voilà. Vous pouvez dire docteur Amour, je le trocar parce qu'on a déjà fait notre doigt, on a disséqué et du coup, on va rentrer et je vais l'orienter. Et là, je vais pouvoir rentrer. Alors, on fait nos amis réanimateurs, donc c'est-à-dire la pression expiratoire positive pour avoir très peu pour que le poumon ne monte pas, d'accord, et vraiment diminuer les volumes. Et là, faire le tour. Ça c'est le cœur sur le péricarde. Et là c'est la avec le truc blanc. Comme ça, vous allez voir s'il y a des adhérences ou pas. Seconde chose, vous allez pouvoir localiser vos lésions cibles, c'est-à-dire si on a des métapleurales, donc on va aller soit vers la base, soit en fonction du scanner, et ça va vous éviter de traumatiser le corps. C'est pas des biopsies avec une pince portative. Voilà, on va le faire tout de suite, monsieur. Voilà. Vraiment, les pinces pour la laparoscopie, c'est beaucoup plus long que ça. Ça a 200 picots, ils ne sont pas bien adaptés. Tu peux me débrancher. C'est pour le premier, pour les chats du sang. Ils ne sont pas adaptés. Pour faire. Voilà, vous arrivez à voir la lumière qui est non, travers. Le diaphragme. Donc il était un diaphragme.
Tu as raison. Alors, il y a des thoracoscopes vraiment qui sont des fluoroscopes qui sont dédiés, qui on a beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus d'aisance. C'est vraiment une ancienne génération. Donc, et là, voilà, je peux ouvrir, je force sur la plaie, je fais la plaie pareil, on peut le refaire. Oui. Si on vient sur ça statique, ça saigne. On a le bistouri. Il a la base coagulante. Mais pour éviter le saignement, d'accord, pour éviter le saignement, éviter le crabe, vous savez, le début, les crabes sont postérieur, ça veut dire qu'ils vont se mettre dans le dos du patient. Et il y en a ceux qui se mettent devant. Mais l'avantage de se mettre dedans, c'est que alors le rachis et toute la plaie pariétale qui est devant nous, et du coup on y va directement. Et ça va aussi dépendre des lésions. Alors si jamais vous avez des lésions antérieures sur le diaphragme, je vous conseillerais de vous mettre derrière, comme ça vous allez passer directement vers l'intérieur. Si les postérieurs, on se met dans le ventre, voilà, exactement, on se met dans le ventre du patient. Voilà, exactement. La caméra, on va explorer, et quand on a des adhérences, alors généralement, c'est dans les deux thorax. D'accord. On a par exemple un pleurésie purulent stade 1, stade 2, où les collections sont lobulaires, enquistées, et du coup, pour les arrêter et pouvoir aspirer, ce qu'on fait, c'est que je rajoute un autre orifice en bas. Et dès que l'orifice, je prends une pince et juste j'appuie sur le poumon et on les ouvre. On peut vraiment aller aspirer pratiquement. Mais parfois, même s'il y a, de toute façon, s'il y a un petit peu, c'est pas grave. Rarement, si on prend une biopsie pulmonaire, vous êtes sûr d'avoir des fuites aériennes en poste et du coup ça va allonger votre temps de drainage post-opératoire en l'occurrence. Je travaille alors voilà, parce que le cochon qui se réveille, du coup qu'il y ait des hyperventilations, ça gêne un peu l'optique. Avec le speech ou le patient, il faut bien l'analgésier. Vous ouvrez, il y a de l'attirant, le but c'est d'aller voir. Le but c'est d'aller voir l'apex, toute la cavité pleurale jusqu'au diaphragme. Faire des biopsies partout. Alors, vous pouvez faire de l'extemporané aussi, si jamais vous n'avez pas de lésion évidente. Mais surtout l'extemporané, et on veut taquer après, on taque sur le champ. On peut demander. Alors, si le patient il a un antécédent de cancer et on est dans l'optique d'un métastatique, on tape d'emblée. Par contre, s'il n'y a pas, si on rentrait par exemple chez un patient formule exudat, formule lymphocytaire, ADA positive, mais il nous est arrivé de, malgré tout ça, que ça soit métastatique. Donc on ne talque pas, il y a des faisceaux d'argent vers la trunk. On dit qu'on est là, voilà, c'est métastatique. Et dit que ça arrête en stade. De toute façon, actuellement, je pense qu'on est là pour après le spray. Donc le spray, c'est un aérosol, donc le gaz est très froid. Et du coup, ça va être très douloureux pour la plèvre. La plèvre, elle est très douloureuse. Elle a des sensibilités, mais le nerf phrénique et tout, c'est très douloureux. Donc dans ce cas-là, si le malade est en sédation, faites la voix, on le calme. Non, je vous directement. Non, alors le talc slurry, monsieur, c'est quand on le mélange avec du sérum salé, de la xylocaïne et qu'on injecte via le drain. Tout à fait. Ça on le fait. Alors ça on la poire. Les pleurésies métastatiques ? Oui, pleurésie métastatique. Alors je l'utilise surtout chez les, je l'utilise tout le temps, à vrai dire. Mais
l'aérosol, je ne l'utilise pas quand c'est une thoracoscopie médicale, c'est-à-dire quand le malade n'est pas anesthésié général, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Et on insuffle de l'air sous pression, ça fait aussi mal. Par contre, l'apport mzien. Alors, autre chose. Hein? Par la pointe, donc, qui coule homogène. Au fait, il faut juste créer un nuage de la cavité pleurale et il va se déposer spontanément. Il faut essayer de guider, mais généralement, même si vous saupoudrez sur, voilà, en naviguant, oui, peut-être, latéral, voire des fois, parfois, non. Alors, pour les la pleuroscopie. Non, personne. Alors, il y a deux types de pleuroscope. D'accord, qui est le pleuroscope rigide, ou qui est le pleuroscope semi-rigide. Et le pleuroscope semi-rigide, vous, pneumologue, vous avez l'habitude de faire de la bronchoscopie. C'est exactement la même chose que la bronchoscopie. Ça a la même spécificité parce qu'on voit la plèvre et du coup on fonctionne en spécificité à 100%. Alors des études ont montré que la sensibilité via le pleuroscope semi-rigide est encore mieux que Haj. Alors l'avantage via le rigide, c'est qu'on a de plus gros fragments. C'est-à-dire si par exemple, parce que l'une des indications de la pleuroscopie, la pince est les plus grosses. L'une des indications de la pleuroscopie, moi chez des patients qui ont le cancer du sein, c'est faire des biopsies pleurales chez les patients sains métastatiques à la recherche de récepteurs anti-œstrogènes et progestérone. Des fois, on a la tumeur qui ne fixe pas, mais la métafixe. Et du coup, vous avez besoin de gros fragments. Dans ce cas-là, prenez mais le semi-rigide, il est excellent. Pour vous, vous allez beaucoup plus simple. خرج داكشي باش يحسس براسي خرج لا راه خرج عاد عاودت تدخل دونك ندخلوها في هذاك عند الخلفيه البلاصه دابا خرج لي انا بقات فاش كتعاود جو ليس كون ميم لا بيس لا خرج لا بيس راه ندير لا tu explores la cavité. J'ai exploré, باش يدوزو ناس اخرين صافي يلا Les repères anatomiques. Normalement,
رجليه هو يديك وهذا ما كاينش الزر ديالو Normalement, avant de poser un bras, comme d'habitude, vous devez fonctionner. Sur une règle. Sans liquide, en même temps. Tu dois absolument faire le Il passe à stade de oui, j'ai bien Le passage, la paroi. Ah oui. Parce qu'il est vachement proche, tu vois ça. Sophie, merci beaucoup. Merci.